Bienvenue dans Complorama, un podcast France Info avec Rudy Reichstadt, directeur du site Conspiracy Watch. Et Tristan Mendès-France, maître de conférences associé à l'Université de Paris, spécialisé dans les cultures numériques. Et pour nous accompagner, Noé Da Silva de France Info. Bonjour à toutes et bonjour à tous, un Complorama en public pour ce 100e numéro. En replongeant dans les archives de ces 100 numéros, nous avons retrouvé les titres des 3 premiers podcasts qui avaient été réalisés en 2021. Le premier, c'était États-Unis, les complotistes et l'après-Donald Trump. En 2, les complotistes et le business du Covid-19. En 3, Russie, Chine, Iran, géopolitique du complotisme. Des thèmes qui résument un peu la complosphère. Et 5 ans après, ces thèmes sont toujours là. Nous allons nous attacher à les décrypter et à voir leur évolution. Bienvenue dans le numéro 100 de Complorama. On commence par le Covid. Mais pour moi, on est dans la Troisième Guerre mondiale. On est dans la Troisième Guerre mondiale, mais c'est une guerre de classe. C'est une guerre de classe que les plus riches mènent contre les pauvres de la planète. Nous venons d'entendre Monique Pinson-Charlot qui s'exprimait dans un film que vous évoquiez, messieurs, dans le deuxième Complorama, donc il y a 5 ans, qui s'appelle Hold Up, un film qui entendait, sous couvert de critiquer la gestion de la crise sanitaire, et qui en arrivait finalement à défendre les pires théories du complot, Rudy. Oui, et depuis, son réalisateur Pierre Barnerias a été condamné pour diffamation, confirmée d'ailleurs en appel en mai dernier, diffamation contre une médecin infectiologue, le professeur Karine Lacombe, qui l'accusait à tort de conflits d'intérêts cachés. Depuis, il s'est aussi intéressé aux chemtrails et à la pédocriminalité élitiste dans un film, Les Survivantes, qui suggère l'existence, cette fois-ci, d'une vaste conspiration impliquant alors les francs-maçons, les médias, la justice, la police, l'aide sociale à l'enfance, pour organiser l'omerta sur des rituels satanistes au cours desquels des mineurs seraient torturés, violés, mis à mort, le tout en ayant recours à des techniques de contrôle mental inventées par la CIA, sinon c'est pas drôle, pour s'assurer du silence des victimes. Alors revenons à Hold Up. Hold Up, c'est un film long, 2h43, qui sort le 9 novembre 2020, et immédiatement c'est un succès en ligne, c'est des millions de vues cumulées à l'époque. Toute la complosphère covidosceptique qui a commencé à se constituer depuis quelques mois en fait la promotion, mais aussi, par exemple, Sophie Marceau. On y trouve dans ce film un ancien ministre, Philippe Douste-Blazy, qui sent ancien ministre de la Santé, qui s'en désolidarisera très vite, mais aussi une députée en exercice, Martine Vonner, pour ne pas la citer, une généticienne comme Alexandra Henrion-Caude, une profileuse condamnée pour escroquerie, c'est évidemment pas précisé dans le film, ou un naturopathe, Miguel Barthéléry, qui depuis a été condamné à 2 ans de prison avec sursis pour exercice illégal de la médecine et usurpation du titre de médecin. Le film se présente au départ comme une enquête sur la gestion de la pandémie, mais il dérive ensuite vers la dénonciation d'un complot mondial dans lequel le coronavirus serait une arme biologique destinée à mettre en place un nouvel ordre mondial qui se débarrasserait des êtres humains jugés obsolètes. Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, la désinformation sur le Covid-19, ses traitements, les vaccins, elle est loin d'être terminée. On n'a pas du tout, de la part de cette complosphère, de retour réflexif, par exemple, de retour critique sur l'hydroxychloroquine, dont on nous disait à l'époque qu'il était un remède efficace et pas cher contre le Covid. On sait que c'est faux, on sait que le professeur Raoult, qui promouvait ce pseudo-remède, a été sanctionné par l'Ordre des médecins par 2 ans d'interdiction d'exercer la médecine, car, je cite, il n'avait pas fait la preuve de prudence et a promu un traitement insuffisamment éprouvé. Donc le Covid demeure, pour faire rapide, 6 ans plus tard, l'enjeu d'un combat idéologique de long terme. C'est pas du tout un épisode circonscrit. Il y a encore des questions qui se posent sur l'origine du Covid, et l'administration américaine au pouvoir actuellement a sa propre théorie sur l'origine du Covid. Et ce qui est bien, si je puis dire, avec le Covid, Tristan, c'est qu'il agglomère différentes théories, il les attire un peu comme un aimant. Oui, c'est à la fois une sorte de plaque tournante et un hub, ça a fonctionné un peu comme un hub, avec 2 fonctions. C'est à la fois agréger d'anciennes théories, leur redonner une certaine visibilité. Je pense par exemple évidemment aux théories liées, au nouvel ordre mondial, à l'état profond qui chercherait à nous écraser, ou le vaccin qui serait un moyen de nous injecter des puces 5G. Le délire sur la 5G préexistait au Covid. Qui aimante d'ailleurs, qui aimante les pôles. Et puis, donc, à la fois
agrégé d'anciennes théories pour les réinjecter sur les réseaux sociaux, mais aussi un incubateur de nouvelles théories. Il a une double fonctionnalité, donc il va inventer, ça va être un moment d'invention de récits complotistes, mais plus spécifiquement liés au Covid et à la gestion, évidemment, de cette pandémie. On passe au moment Trump et le complotisme électoral. Je veux juste terminer en disant que votre réputation est incroyable. Je ne vous laisserai pas tomber, vous serez très impressionné, j'espère. Et je pense que nous discuterons beaucoup, mais vous me regarderez dans 1 an ou 2. Laissez-moi un peu de temps pour faire des choses. Mais vous direz, waouh, je me souviens de cette interview, il disait qu'il le ferait, et il a fait un super boulot. Vous serez très fiers de ce pays. Eh bien, je suis impressionné. Je veux dire, vous nous dites que vous êtes totalement engagé. Vous savez qu'il n'y a pas d'avenir si on ne reprend pas ce pays en main. Donald Trump, j'espère que vous allez aider à redresser l'Amérique. Merci beaucoup, monsieur. Alors là, on vient d'entendre un extrait sonore, donc diffusé dans le premier numéro de Complorama, intitulé « États-Unis, les complotistes et l'après-Donald Trump ». Ça a été diffusé le 22 janvier 2021. Donald Trump discute avec Alex Jones. C'est une archive qui date de 2015. Alors, Rudy, qui est Alex Jones et pourquoi cette date de 2015 est importante ? Bon, Alex Jones, pour vous le décrire rapidement, c'est le pape du complotisme américain. Il sévit depuis une trentaine d'années, moins depuis les années 1995, et c'est un turbo-conspirationniste qui s'est un peu grimé en Adolf Hitler il y a quelques mois encore. C'est le représentant d'un courant américain qu'on qualifie souvent de paléoconservateur, isolationniste, America First. C'est un très grand ami également de l'ancien animateur de Fox News, Tucker Carlson. Et le site d'Alex Jones, Infowars, il a une place très particulière dans la complosphère, parce que c'est pour le coup un navire amiral de la complosphère américaine et donc mondiale également. Et la notoriété de ce site a vraiment monté en flèche avec l'élection de Barack Obama en 2008, d'un démocrate qui représentait, qui symbolisait, qui incarnait tout ce que cette extrême droite américaine abhorre absolument. Et là, on a Trump, on est un peu avant les primaires du Parti républicain. Je rappelle que l'élection présidentielle de 2016, c'est novembre 2016. Là, on est en décembre 2015 et il va chercher l'adoubement de Alex Jones dans son émission. Alors, il est en duplex, il est, je crois, depuis la Trump Tower, exactement. Et il salue l'incroyable réputation de son hôte, Alex Jones. Alex Jones qui considère le 11 septembre comme un complot interne, qui est violemment anti-musulman, très anti-israélien, pour pas dire antisémite. Et en 2015, ça fait déjà 3 ans que son site explique à peu près quotidiennement que la tuerie de Sandy Hook, une vingtaine d'enfants de 6 ans qui ont été massacrés dans une école à Newtown, est une mise en scène et que les parents des victimes sont des acteurs de crise. Il sera même condamné d'ailleurs au civil pour ce genre de diffamation. Donc c'est un moment important. Il faut voir aussi qu'à l'époque, on a Jesse Ventura, qui est un ancien catcheur, un ancien animateur TV, ancien gouverneur du Minnesota également, qui réfléchit à un ticket pour la présidentielle avec Donald Trump. C'est un moment où Donald Trump, et on pense qu'il ne franchira pas la barre des primaires du Parti républicain. Donc voilà, pour vous décrire un peu le moment où on est en 2015. Et Tristan, Trump qui arrive au pouvoir n'arrive pas seul. Il y a plein de profils complotistes autour de lui. Oui, l'élection de Trump en 2016, ça n'est pas que Trump qui arrive au pouvoir. C'est tout un écosystème idéologique, politique, administratif qui arrive au pouvoir. Il s'installe avec un entourage, il fait des nominations, il a des conseillers qu'il va placer autour de lui. Il nomme des ministres, des hauts responsables à des fonctions importantes. Et c'est en fait une sorte de complotisme institutionnalisé qui se met en place et qui est porté par tout l'appareil de l'exécutif américain. Rudy ? Oui, je vais ajouter que 2016, c'est l'année du Brexit aussi. Quelques mois avant l'élection présidentielle, c'est le Brexit, et c'est l'année de la post-vérité. C'est le moment où le terme de post-vérité fait son entrée en dictionnaire d'Oxford, qui est défini comme ce qui fait référence à des circonstances dans lesquelles les faits objectifs ont moins d'influence pour modeler l'opinion publique que les appels à l'émotion. Voilà, c'est le primat de l'émotion, et c'est en partie là-dessus, probablement, que Donald Trump gagne. Et Rudy, l'arrivée de Trump a un impact sur toute la planète. Un impact global immédiat. Il irradie la complosphère internationale. Pour la première fois, ce qu'on appelle depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale le chef du monde libre, eh bien, c'est aussi le complotiste en chef. C'est vraiment le porte-drapeau des conspis de tous les pays dès le mois de février 2017, donc quelques jours après son investiture, au cours de laquelle on
D'ailleurs, son porte-parole déclara qu'il n'y a jamais eu autant de monde à son investiture, ce qui était évidemment faux. Mais c'est là qu'on a commencé à parler de faits alternatifs. Trump commence à dénoncer une entité qui saboterait de l'intérieur sa présidence, qu'il appelle le Deep State, l'État profond. Et depuis, cette expression d'État profond, elle s'est largement popularisée, aux États-Unis bien sûr, mais dans le reste du monde. Aujourd'hui, on a des acteurs politiques français qui parlent régulièrement d'État profond. Oui, si on parle évidemment de Trump, on ne peut pas éviter d'évoquer évidemment le phénomène QAnon, qui a accompagné son premier mandat, qui est apparu à partir de 2017 environ, et qui a accompagné tout son premier mandat. Et il ne faut pas oublier que Trump a été un moteur vraiment essentiel dans l'éclosion de cette mouvance, tout simplement parce qu'en tant que président, il a retweeté plusieurs centaines de fois des comptes qui étaient affiliés à cette mouvance QAnon radicale. Donc c'est lui qui a permis d'ailleurs à cette mouvance de devenir un phénomène absolument global. Donc Trump revient à la Maison-Blanche. Ce deuxième mandat est peut-être plus préoccupant, Tristan, que le premier en matière de complotisme ? Ah oui, il arrive sous stéroïdes cette fois-ci. Il est vraiment, il a plus les contraintes qu'il avait, qui le limitaient durant son premier mandat. Et là, vraiment tout l'appareil de l'État est soumis à sa volonté et se fait d'ailleurs le relais de théories complotistes de lui et de tous les proches qu'il a pu nommer à toutes les fonctions des structures administratives stratégiques aujourd'hui au sein de l'État américain. Et le résultat, c'est qu'en fait, on a aujourd'hui tout l'appareil d'État américain qui commence à produire des documents, des rapports estampillés administration américaine qui deviennent un support d'autorité ou de légitimation pour toute la complosphère internationale, qui va récupérer un rapport officiel du ministère de la Santé, un rapport officiel du ministère de l'Intérieur, qui est en général sur lequel on peut quand même douter sur certains des contenus, qui ne sont pas toujours bien établis, qui sont parfois décontextualisés, parfois faux. Bref, en tout cas, cette documentation estampillée État américain, administration américaine, évidemment, donne de l'énergie et des supports de légitimation et d'argumentation pour toute la complosphère internationale. Et dernière chose, on a eu cet épisode absolument lunaire il y a quelques semaines avec la création d'un site de la Maison-Blanche qui liste tous les médias considérés comme trompeurs, c'est le terme employé, comme le New York Times, Washington Post, CNN ou Reuters. Et c'est une initiative d'ailleurs qu'on pourrait presque qualifier d'un peu de ministère de la post-vérité, quoi. Ouais, vu qu'on parle beaucoup de ministère de la vérité en ce moment, quelques chiffres quand même sur la base électorale de Donald Trump. Sur les électeurs républicains, on a un think tank conservateur américain, le Manhattan Institute, qui vient de faire la plus grande étude à ce jour sur les électeurs de Donald Trump, les électeurs du Parti républicain, et notamment en testant leur adhésion aux grandes théories du complot. Ils ont testé au moins 6. On a 41% des sympathisants du Parti républicain aujourd'hui qui jugent probable que Washington est impliqué dans les attentats du 11 septembre. Donc 2 électeurs sur 5, c'est considérable. 37% qui estiment que l'Holocauste a été largement exagéré ou n'a pas eu lieu. 36%, plus d'un tiers, qui pensent que l'alunissage 1969 a été truqué par la NASA. Au total, on a près d'un républicain sur 5 qui adhère à 5 ou 6 théories du complot parmi les plus emblématiques. Les plus jeunes et ce qu'on appelle les nouveaux républicains, constituent à peu près un tiers de cet électorat, sont les plus perméables à ces fables, il faut bien le dire. Autre enseignement, le soutien à la violence politique, la justification de la violence politique est plus élevé, nettement plus élevé chez ceux qui croient à de nombreuses théories du complot et chez ceux qui tolèrent les individus ouvertement racistes ou antisémites. On a 70% de ceux qui adhèrent à 5 ou 6 théories du complot qui considèrent que parfois la violence politique est justifiée. On enchaîne avec l'Ukraine et le complotisme géopolitique. Les journalistes russes ont eu des difficultés d'accès au QG des partis. Quels sont vos commentaires sur ces questions et comment améliorer la situation ? Et voici la réponse de celui qui est entre-temps devenu président. Quand des organes de presse répandent des contre-vérités infamantes, ce ne sont plus des journalistes, ce sont des organes d'influence. Russia Today et Sputnik ont été des organes d'influence durant cette campagne qui ont, à plusieurs reprises, produit des contre-vérités sur ma personne et ma campagne. Et donc j'ai considéré qu'ils n'avaient pas leur place, je vous le confirme, à mon quartier général. La totalité de tous les journalistes étrangers, y compris russes, professionnels, ont eu accès à ma campagne.
Alors là, on vient d'entendre Emmanuel Macron répondre à une journaliste de la chaîne Russia Today, un extrait qui a été diffusé dans le 3e numéro de Complorama, mais l'extrait, lui, date de 2017. Emmanuel Macron venait d'être élu président de la République et il était aux côtés de Vladimir Poutine. Pourquoi vous aviez utilisé cet extrait à l'époque, Rudy ? Oui, à côté de Vladimir Poutine, ça se passe à Versailles, sa première visite officielle d'un chef d'État étranger en France, de mémoire, et Emmanuel Macron vient d'être élu quelques jours plus tôt, on est en mai 2017. Il faut se mettre dans le contexte de l'époque, juste avant le week-end du premier tour de l'élection, Russia Today, RT, avait relayé une campagne de déstabilisation, il faut bien la nommer comme telle, qui s'appelait les Macron Leaks, et qui était basée sur le piratage de mails de la campagne d'Emmanuel Macron, et une partie de ce stock de mails était tout simplement composée de faux. Il y avait des faux mails qui avaient circulé, relayés d'ailleurs avec beaucoup de complaisance par des figures de l'extrême droite française, et puis il y a eu le tournant de 2022 où là, avec l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, la Commission européenne a décidé de suspendre le réseau RT d'Europe. Et donc, c'était la fin de la chaîne de télévision RT France qui avait été lancée fin 2017, en grande pompe d'ailleurs, avec tout un aréopage d'influenceurs pro-Kremlin et souvent complotistes d'ailleurs. Et donc, ce tournant de 2022, c'est un moment inédit parce que du coup, toutes ces théories du complot autour de ce qui se passait en Ukraine, on va les retrouver sur des sites alternatifs. Et chose assez intéressante, l'ancienne directrice de RT France, Ksenia Fedorova, on la retrouve aujourd'hui comme chroniqueuse sur une chaîne du groupe Bolloré, c'est-à-dire sur CNews. On la retrouve aussi sur Europe 1, délivrer ses analyses géopolitiques. Tristan, tu parles souvent de l'Ukraine comme un hub. En termes de complotisme, ça veut dire quoi ? Oui, en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas que les théories complotistes poussées par le Kremlin liées strictement à la guerre en Ukraine durant cette séquence. Elle va essayer de surfer sur d'autres théories complotistes qu'elle va essayer d'insuffler, d'insérer dans le débat et notamment de la faire relier par la complosphère. Et là, je pense qu'il y a un exemple qui est assez parlant pour moi, c'est toutes les récits autour des biolabs ukrainiens. La Russie a essayé de pousser l'idée qu'il y avait des laboratoires militaires en Ukraine, et certaines des versions, il y en a plusieurs, certaines des versions expliquaient que ces laboratoires étaient en fait à l'origine du Covid-19. Donc c'est une façon... On y revient. C'est une façon de mutualiser, évidemment, plusieurs communautés, d'emmener à eux toutes les communautés covido-sceptiques, avec toutes leurs capacités virulentes et virales en ligne, et de les amener sur le terrain, évidemment, de cette guerre en Ukraine. Donc cette mutualisation des récits complotistes, c'est un peu ça, ce hub qu'a représenté cette séquence, ce moment de la guerre en Ukraine. On passe à la dernière partie, l'écosystème informationnel, avec notamment la présence de l'intelligence artificielle. Internet est donc une révolution qui favorise la circulation des infos, des informations, mais aussi des fausses infos, Rudy. Et oui, c'est exactement ça. C'est une révolution dans l'accès à la connaissance et à l'information, Internet évidemment, mais pas seulement Internet, je dirais, le haut débit, le smartphone, les réseaux sociaux, qui forment une configuration qui donne une chance historique en fait au complotisme, notamment parce que, mais pas seulement, parce que ça favorise ce qu'on appelle le biais de confirmation. Le biais de confirmation, il donne une prime aux minorités agissantes. Vous savez, il y a quelques années, Gérald Bronner expliquait en son ouvrage « La démocratie des crédules » que lorsque vous cherchiez des termes sur Google comme astrologie ou monstre du Loch Ness, eh bien vous étiez d'abord exposé dans les résultats que vous aviez à des résultats favorables à ces croyances, alors que ces croyances, elles sont plutôt minoritaires dans l'opinion publique. Il y a peu de gens qui croient au monstre du Loch Ness, et pourtant, vous avez une surreprésentation des résultats, et même une majorité de résultats qui vous disent que le monstre du Loch Ness existe. Pourquoi ? Parce que l'espace disponible, Internet, qui est potentiellement infini, eh bien, il est saturé de contenu par les gens les plus motivés pour produire des contenus sur ce sujet-là. Si vous ne croyez pas au monstre du Loch Ness ou que le 11 septembre, c'est un complot américain, vous n'écrivez pas une ligne sur le sujet. Si vous y croyez, vous commencez à faire des contenus là-dessus. Donc, ça, d'une certaine manière, ça déforme ce qu'on peut avoir comme résultat sur une question. Voilà pour Internet.
et les moteurs de recherche. Mais il y a pire, en fait. Le vrai chamboule-tout vient avec l'arrivée des réseaux sociaux. Oui, ça a vraiment bouleversé l'écosystème informationnel mondial, d'ailleurs. Ça a dérégulé encore davantage l'environnement de l'information. Ça permet à chacun, dès qu'on est armé d'un smartphone et d'un abonnement et d'un accès à Internet, d'agir à chaque moment du jour ou de la nuit de s'exprimer. Il faut voir qu'il y a seulement 25 ou 30 ans, vous ne pouviez pas vous exprimer aussi facilement. Si vous avez quelque chose à dire, il fallait écrire, il fallait trouver un éditeur, il fallait être publié. Aujourd'hui, avec Twitter, vous pouvez parler au monde en permanence. Un mouvement comme MeToo, c'était inconcevable avant les réseaux sociaux. MeToo, ça n'existe que parce qu'à un moment, on se compte, on voit qu'on n'est pas tout seul dans son expérience de vie et qu'on peut passer au témoignage et toucher le monde entier avec ça. Il faut dire une chose, c'est que nos espaces informationnels de démocratie occidentale, il est ouvert et donc il est vulnérable aux manipulations de l'information, contrairement aux écosystèmes fermés. La Chine, la Russie en sont des très bons exemples. Et donc ces réseaux sociaux, très clairement, non seulement ils déforment la vision qu'on peut avoir des rapports de force idéologiques, en donnant une prime aux contenus les plus marginaux et les plus confidentiels, mais en plus, ils sont biaisés, alors là, par la politique d'algorithmes. Je vais laisser Tristan en parler. Oui, sur les algorithmes, alors il faut bien voir que les algorithmes travaillent absolument tous les contenus qu'on consomme en ligne. Évidemment, les réseaux sociaux, ça accentue, ça polarise, ça donne une survisibilité à des contenus marginaux, mais ça va bien au-delà. On n'y pense pas toujours, mais on en avait d'ailleurs parlé dans un Complorama. Je vous prends l'exemple, par exemple, d'un site comme la Fnac. Si aujourd'hui vous faites une recherche sur le terme Covid ou vaccin, vous allez avoir poussé par les algorithmes de la Fnac, c'est pas un choix éditorial de la Fnac, mais les algorithmes vont pousser des bouquins qui sont plutôt marginaux, qui sont plutôt, pour certains d'entre eux, ont une empreinte complotiste. Donc ils sont poussés pas parce qu'ils sont les plus lus, ils sont poussés parce que les algorithmes perçoivent les engagements, l'excitation qu'il y a des petites communautés autour de ces contenus comme une potentialité de succès et de popularité. Et donc, artificiellement, les algorithmes vont pousser ces contenus. Cet écosystème, évidemment, perturbe la circulation naturelle de ce genre d'ouvrages et de contenus. Bref, les algorithmes sont absolument partout et bien au-delà des réseaux sociaux. Donc, je voudrais ajouter qu'il y a quelques années, des chercheurs se sont demandé pourquoi des gens se mettent à croire que la Terre est plate, alors que c'était un phénomène qui était très rare, pour le coup, extrêmement minoritaire et marginal. Or, depuis quelques années, on a des gens qui font des conférences, des congrès tout autour du monde pour dire que la Terre est plate. Ils sont allés les interroger, ils ont interrogé une trentaine. Les 30 sur 30 sont arrivés au platisme grâce ou à cause de consultations de vidéos sur YouTube. C'est-à-dire que si vous enlevez YouTube de l'équation, il n'y a pas de platisme. On ne parlerait même pas de gens qui croient à la Terre plate aujourd'hui. C'est dire à quel point c'est important. 70% des contenus, des vidéos que vous regardez sur YouTube le sont suite à une recommandation algorithmique. Sur 10 vidéos que vous regardez, il y en a 3 que vous êtes allé chercher proactivement, 7 sur lesquelles vous cliquez parce qu'on vous l'a recommandé. Et aux algorithmes qui sont très importants et qui jouent un rôle, on ajoute à cela l'absence de modération. Et là, c'est jackpot pour la complosphère. C'est ça, c'est le cocktail infernal. C'est le jackpot pour la complosphère parce que c'est l'idée qu'on peut se passer de modération parce que la modération, c'est la censure. Pas vrai, la modération, c'est la responsabilité. C'est-à-dire qu'il y a des lois qui encadrent la liberté d'expression qui fait qu'on ne peut pas, même aux États-Unis, diffamer n'importe qui, n'importe comment. On ne peut pas appeler au meurtre des gens tous les jours, etc. Donc la liberté d'expression, elle est toujours encadrée, ne serait-ce que parce que la liberté des uns va empiéter sur celle des autres. Donc ça s'organise, la liberté publique. Et au nom de ce mythe du free speech, on peut tout dire, qui est une connotation très libertarienne, eh bien on organise en fait la loi de la jungle. On organise le Far West informationnel, où c'est vraiment la loi du plus fort, qui prévaut. Et donc, moi, je crois que cet alibi du free speech, il fait passer, en contrebande, toutes sortes de choses, et notamment, évidemment, des narratifs, des récits complotistes, dangereux, parfois, diffamatoires, très souvent. Il faut voir que la plateforme X, donc, qui a été rachetée par Elon Musk en octobre 2022, et
que Musk a transformé considérablement, a été sanctionné par la Commission européenne au titre du Digital Services Act il y a quelques jours. 120 millions d'euros d'amende parce qu'elle ne respecte pas ses obligations, elle viole ses obligations légales tous les jours. J'ajoute juste que la pastille bleue payante sur X, elle offre une accélération algorithmique à ceux qui payent. Donc en fait, c'est un système censitaire. Il y a ceux qui ont l'argent pour payer, s'exprimer plus que ceux qui n'ont pas d'argent et qui s'expriment moins, ou en tout cas dont la liberté d'expression n'est pas aussi visible. Et puis, elle rémunère la désinformation. C'est-à-dire que la monétisation de notre activité sur X, avec la désinformation, elle vous permet de gagner de l'argent. Il y a le cas vraiment idéal typique de Jackson Hinkle, MAGA d'extrême droite, qui gagnerait entre 20 et 30 000 $ par mois rien que sur son activité sur X. Donc voilà, ça peut faire réfléchir quand même. Et on ne peut pas faire 50 bilans de la complosphère sans parler de l'intelligence artificielle qui démultiplie la désinformation et qui nous fait douter sur le vrai ou le faux, Tristan. Oui, qui est une opportunité absolument, encore une fois, historique. Il y en a plein, des opportunités historiques pour la complosphère, mais c'en est encore une autre. Évidemment, avec l'IA qui aujourd'hui permet à bas coût de produire du faux, que ce soit de la vidéo, de l'image bien sûr, mais aussi du son. Et tous ces différents outils participent à vraiment une sorte d'ubérisation de la désinformation complotiste. Elle permet de produire efficacement et de façon engageante des contenus sur les plateformes sociales. Elle permet aussi de traduire du contenu. C'est très facile si on est un acteur étranger et qu'on veut pousser des récits complotistes, de les traduire convenablement et pas avec un Google Translate qui est pas toujours super efficace. Et donc on en est là aujourd'hui. La maturité des plateformes d'IA générative est telle qu'elle est un outil absolument central dans la possibilité ou la capacité qu'a la complosphère internationale de produire un contenu engageant, et notamment sur les plateformes sociales. Mais il y a un autre effet qui est que, vous savez, classiquement, on dit que saint Thomas, c'est celui qui ne croit que ce qu'il voit. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on ne peut plus croire ce qu'on voit, parce que ce qu'on voit, on n'est plus capable d'affirmer que c'est vrai ou faux. Lorsque vous voyez une photo, maintenant, une image circuler sur Internet, le seul moyen de savoir si c'est fiable ou pas, c'est pas tant l'image, parce qu'une image générée par IA, par définition, elle n'existe pas, donc c'est même pas une copie ou quelque chose qui a été altéré. C'est une création en tant que telle. Votre seul moyen de savoir si c'est fiable ou pas, c'est la source. C'est de savoir qui l'a mise en circulation, qui l'a produite, qui l'a diffusée. On en est au point où Dieudonné, lors d'un procès il y a quelques années, il était poursuivi pour une vidéo dans laquelle il se mettait en scène, il était poursuivi pour contenu, alors je ne sais plus, mais en tout cas qui contrevenait à la loi, et il a plaidé, en essayant de troller d'ailleurs la justice, qu'il s'agissait d'un deepfake, en disant mais non, vous ne pouvez pas prouver que c'est une vraie vidéo, donc moi je vous affirme que c'est un deepfake. Voilà, on en est là. C'est l'heure de conclure sur ces 5 années de Complorama et sur ces 100 numéros que vous avez réalisés. Qui veut commencer? Tristan. Je vais peut-être faire une confidence pour commencer. Disons que depuis qu'on a commencé Complorama, chaque année je me dis, bon, on a atteint le climax. On a atteint le maximum, le pic de ce que la complosphère peut produire de plus délirant ou de plus dangereux. Et pourtant, chaque année, je suis stupéfait par les limites qui sont systématiquement franchies dans, encore une fois, ce qui est produit par la complosphère internationale et l'envergure de ce que ça implique pour nos sociétés. Et donc, j'allais dire que je pensais que certaines théories, franchement, allaient s'essouffler, que la dynamique, disons, complotiste allait un peu s'affaisser avec le temps. J'ai dû me résoudre en fait à constater que non, en fait. Et au vu des 5 années qu'on a passées ici avec Complorama, je suis pas forcément rassuré sur ce que nous réservent les années qui viennent. Moi, je ne voudrais pas finir sur une note trop pessimiste, donc je dirais que, s'agissant de l'IA générative, le pire des scénarios n'est jamais sûr, que l'IA finalement a des effets assez ambivalents, qu'elle peut permettre aussi de lutter contre la désinformation. Les principaux chatbots par IA, ChatGPT et d'autres, sont relativement sûrs
safe, on dirait en anglais, sur les grandes théories du complot. Si vous les interrogez sur l'assassinat de JFK, sur l'alunissage ou le 11 septembre, globalement, vous aurez des choses assez rationnelles, assez propres, assez informées. Donc voilà, le pire n'est jamais sûr, c'est le message de fin. Merci Tristan, merci Rudy. Merci à tous. Merci Noé. Et je voudrais également remercier et saluer Marina Capitaine qui a été la première à faire ce podcast avec vous, puis Pauline Pénanec qui m'a passé le flambeau cet été. Je voudrais remercier tout particulièrement les élèves de l'EFAP présents aujourd'hui à cet enregistrement à la Maison de la Radio et de la Musique. Merci également aux équipes techniques de Radio France. C'était le 100e numéro de Complorama. On se retrouve en janvier.